Toujours dans la section 1, position du problème, existe-t-il une unité de la psychologie? Vous avez un seul concept, Psyché, qui est décliné dans tous les dialogues. Il n'y a pas un seul dialogue de Platon où vous ne trouvez pas Psyché. Un seul concept, décliné dans tous les dialogues, et qui est employé par Platon donc, dans une multiplicité de domaines d'application, et où donc on en fait un usage lui-même multiple. Vous avez donc un premier paradoxe à la lecture des dialogues de Platon, qui est que vous avez l'unité d'un concept, Psyché, enfin, il semble qu'il y ait l'unité d'un concept, Psyché. D'autre part, vous avez une multiplicité d'usages, de domaines, et d'autre part, ou enfin, et c'est ça le paradoxe, vous ne trouverez dans les dialogues de Platon jamais aucune définition de ce que c'est qu'une âme. Pas de définition de ce que c'est qu'une âme. Certains dialogues vont vous en donner des représentations ou des images. Je pense en particulier au Gorgias, l'image que vous connaissez sans doute du tonneau qu'on essaie à chaque fois de remplir et en vain, si on s'appelle Calliclès, le tonneau des Danaïdes. On en donne des images, ou alors lisez le Protagoras, le début, où l'âme est comparée à une espèce de vase contenant, dans le banquet aussi d'ailleurs. Dans la République, vous en avez une image à travers celle de Glaucos le marin, une figure marine, c'est un noyé qui finit par être défiguré par le limon qui se colle à son corps. Bon, ben voilà, ça c'est une image de l'âme chez Platon, en République 10. Vous avez sinon une image qui est aussi très célèbre, et qui n'est pas facile d'ailleurs de retrouver dans les anciens textes. C'est une image qui nous vient d'Homère, mais on n'arrive pas bien à faire le lien. Une image qui est celle du chariot ailé, enfin de l'attelage ailé dans le Phèdre. Et j'en passe, vous avez plein d'images de ce que c'est qu'une âme chez Platon. Dans d'autres dialogues, vous allez au contraire trouver des descriptions assez précises, assez fines, des puissances de l'âme, ou de ce qu'on a appelé, enfin de ce qu'Aristote, de ce qu'on traduit, chez Aristote par faculté. En grec, c'est dynamis, dynameis, au pluriel. Donc d'autres dialogues nous décrivent assez précisément leur puissance aux âmes. Alors c'est quoi ces puissances? C'est la sensation, c'est la mémoire, c'est l'opinion ou le jugement, et puis vous avez des puissances qui ne sont pas tout à fait sur le même plan, puisque là, ici, je vous ai énuméré des puissances qui sont aussi liées au corps, et vous avez des puissances de l'âme qui sont l'intellect, l'intellection, ce que le Ménon et le Phédon appellent la réminiscence, à ne pas confondre avec la mémoire, et le logos, qui est probablement qui est la puissance essentielle de l'âme. L'intellect, c'est pas déjà la traduction pour le logos? Non. La traduction, ce qu'on traduit par intellect, c'est le mot grec nous. Le nous ou noos chez Homère, et il s'agit d'une fonction assez précise, c'est-à-dire que, et là je fais une petite parenthèse, par exemple une des grandes hypothèses de Luc Brisson lorsqu'il lit les dialogues de Platon, en particulier le Timée,
c'est toute sa thèse sur le Timée, hein, qui est une thèse très très forte, par rapport à tout l'héritage présocratique, etc. Il y a une rupture dans la psychologie platonicienne qui fait que, au moment de Platon, on considère que le monde, le cosmos, est gouverné par un nous, par un intellect. Et c'est ça la grande rupture. D'accord ? Et que pour qu'il soit téléologiquement gouverné par un intellect, il nous faut un support qu'on appelle psyché, l'âme. À partir de ce moment-là, le nous devient une de ses puissances naturelles. Ce n'était pas le cas chez Homère, par exemple. On y reviendra, je pense, la semaine prochaine. Quand on lit les textes d'Homère, quand vous lisez noos, ou le verbe noéo, chez Homère, ce sont des fonctions, ce sont des opérations de la pensée, certes, enfin de ce que nous on appelle la pensée, mais en fait qui sont qui sont non seulement banales, mais en plus tout à fait liées au corps. Donc c'est mon passage favori d'Homère, et je le cite à chaque fois, lorsque dans l'Odyssée, mais je prendrai d'autres exemples pour les prochaines séances, lorsque dans l'Odyssée, Ulysse revient, je ne sais plus à quel livre c'est, je crois que c'est le livre 9, le chant 9, lorsqu'Ulysse revient déguisé en mendiant sur son île, et qu'il va voir le porcher Eumée qui lui-même ne le reconnaît pas, qu'il l'introduit dans le palais, dans son palais qui est lapidé par les prétendants qui s'y trouvent, il n'y a qu'une seule personne qui le reconnaît, c'est son chien, Argos, et c'est une des seules occurrences du verbe noein chez Homère, c'est le chien qui, enoesen, reconnaît, on ne sait pas comment traduire autrement, qui reconnaît Ulysse à travers son déguisement. Alors le problème, c'est que, comme cette chienne est aveugle, on se dit que le verbe noéo ne peut faire référence qu'à son flair, bon, on imagine, ou à une attitude peut-être. On est loin du nous platonicien ou du nous aristotélicien, du nous séparé de De Anima, du De Anima. On y reviendra aussi peut-être. Donc je disais que certains dialogues décrivent des images, donnent des images de l'âme, d'autres dialogues donnent une description assez précise de ses puissances, donc le Timée, le Philèbe, même la République, le Théétète. Et puis vous avez d'autres dialogues qui sont très précis, non pas sur ce qu'on appelle des puissances ou des facultés, mais sur ce qu'on pourrait appeler ses fonctions motivationnelles. C'est différent. Qu'est-ce qu'on appelle fonction motivationnelle ? Eh bien, ce sont les mouvements de l'âme qui correspondent à ce qu'on a appelé les parties de l'âme. C'est le désir, c'est l'ardeur ou c'est le calcul. D'accord ? Par exemple, j'apprends en fonction de cette partie de l'âme qui, chez moi, est appelée, dans la République, la partie rationnelle, le logistikon. Je m'emporte, je me mets en colère, j'ai honte, etc. En fonction de cette partie de l'âme qui s'appelle le thumos, l'ardeur, et je désire en fonction de cette partie de l'âme qui est nommée la partie appétitive ou concupiscible, ou désirante, tout simplement, selon les traductions. Et donc ça, vous trouvez cette description des motivations de l'action, alors dans la République, dans le Timée, dans le Phèdre et dans les lois. Donc, nous n'avons absolument pas résolu ce paradoxe. Certes, on a trouvé 3 types d'approches descriptives de l'âme, mais là encore, pas d'unité, et surtout pas d'unité définitionnelle. Et s'il fallait, en fait, se référer à un dialogue important sur l'impossibilité de donner une définition de l'âme, c'est le Phèdre, 254, page 254, et suivante, où Socrate, juste avant de nous introduire sur le mythe du chariot ailé, de l'attelage ailé, nous dit très explicitement ce qu'elle est, l'âme. Il faudrait un discours divin et en tout point fort long, mais ce de quoi elle a l'air, en revanche,
c'est à notre portée. Et c'est là où il nous délivre son image de l'Atlas gélé. Ce qu'elle est, il nous faudrait un discours en tout point fort long et divin. Alors, est-ce à dire qu'on n'aura jamais de définition de l'âme chez Platon? Je vous propose de regarder le premier petit texte, Apologie 29D30C.